Gabriel Legiguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Le Québec et la réglementation, c'est un peu un synonyme, finalement, non? C'est malheureusement... C'est le même mot, hein? Il paraît que Québec, ça veut dire quelque chose là où le fleuve rétrécit. Là, exactement, ou là où la réglementation est roi. Je me rappelle, c'était en Atikamekw ou je sais pas quoi. Puis, en fait, dans la langue bureaucratique, c'est là où la réglementation règne, je pense. C'est ça. Ben, c'est malheureusement ça le problème, Francis. Ce matin, à l'IEDM, on sort une étude, puis c'est intéressant parce qu'on regarde le nombre d'obligations réglementaires. Autrement dit, quand on regarde les lois et le cahier de règlement du gouvernement du Québec, combien de fois le gouvernement dit « tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça ». Donc, les obligations. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on borde 146 000 obligations réglementaires. Pour le citoyen, pour les entreprises, on est les champions incontestés de l'édition 2025, puis on n'a aucune raison d'être fiers de ça. Mais non. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on est moins libre, on a plus d'obligations, et donc, c'est de voir quel est l'impact sur les entrepreneurs d'ici, parce que la paperasse, c'est très élevé sur le bureau des entrepreneurs. Là, vous avez regardé juste les exigences pour les entreprises ou aussi pour les particuliers? Parce que, c'est en général. Mais c'est juste provincial. Donc, ça n'inclut pas le municipal, ça n'inclut pas le fédéral qui est à plus de 160 000 obligations réglementaires également. Donc, quand on ajoute ça, ben, il y en a beaucoup qui vont au niveau des entreprises. Et là, quand on va voir du côté des entreprises, c'est quoi le coût concrètement pour justement répondre aux exigences réglementaires? Et ce qu'on voit au Québec, c'est qu'on est aux alentours de 10,9 milliards de dollars pour répondre à ces exigences-là. Ouais. C'est énorme pour les entrepreneurs. C'est l'équivalent de presque 40 000 dollars par entreprise avec employés. Mais en même temps, je veux pas... Tu sais, on fait juste ça se chicaner, toi puis moi, de toute façon, mais tu sais, ça serait jamais zéro. Francis, ça serait jamais zéro. Dire que c'est un gros chiffre, oui, mais tu sais, être en affaires, il faut payer un comptable, il faut faire son rapport d'impôt, faut obtenir un permis. Je veux dire, l'idée, c'est pas de ramener ça à rien. Là, moi, je pense qu'on peut pas avoir cette mentalité-là, Francis, parce que si on a cette mentalité-là, on bouge pas. On est les pires du Canada. Je pense qu'on peut faire mieux. Puis on a vu ailleurs, ça a été fait, Francis. Quand on regarde en Colombie-Britannique, en 2001 et 2004, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a dit « Attends un peu, là. On en a beaucoup trop de réglementation. » Ils ont réduit de 37 % en 3 ans. Puis ce qu'on a vu pendant ces années-là, et les années subséquentes, c'est un développement économique provincial plus important qu'ailleurs. Parce que là, les entrepreneurs peuvent se concentrer sur créer de la valeur, pas répondre aux exigences du gouvernement, se concentrer sur la mise en marché pour développer d'autres produits. Je vais te donner un contre-exemple parce que c'est un sujet qui m'anime beaucoup, puis je suis très favorable à la déréglementation sur le principe, mais après ça, j'ai ces derniers temps eu l'occasion d'en parler spécifiquement dans plein de dossiers. Puis, mettons, il y avait l'affaire des chauffeurs Inc. Là, qui venait au Québec, là, puis bon, carrément, ils tuent des gens parce qu'ils savent pas conduire. Fait que là, on a mis une nouvelle réglementation qui fait que si tu viens de l'Ontario au Québec puis tu veux t'installer ici comme camionneur, il faut que tu refasses. Fait que ça, c'est de la réglementation. Es-tu contre ça, Gabriel Giguère? Donc, ce que tu es en train de me dire, Francis, c'est qu'on va prendre le pire cas possible pour invalider les 145 000 autres obligations. C'est parce que quand on fouille, il y a toujours une... je comprends ce la que langue tu dis. française, je comprends ce que tu dis. L'hiver, je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a des intentions. À chaque fois que je vois des règlements, je trouve toujours quelqu'un pour m'expliquer que sans ça, l'univers s'effondrerait. Fait que je suis comme, oui, effectivement, tu sais, ça, puis ça. Puis tu sais, là, il y a des gicleurs dans les résidences pour personnes âgées parce qu'il y a une couple d'années à l'île verte, il y a, je sais plus trop, 39 personnes qui sont mortes. T'es-tu contre les gicleurs dans RP? Tu comprends? Mais puis je te charrie un peu, mais en même temps, moi, à chaque fois que je suis confronté à un vrai cas de réglementation, je suis comme, non, c'est vrai qu'il faut des gicleurs dans RPA, tu sais. Puis parlant des RPA, les gens prenaient pas de bain. Fait que là, on a mis des réglementations sur le nombre de bains. Puis les gens, ils mangeaient de la chenoute. Fait qu'on a mis de la réglementation sur ce qu'ils mangent. Puis effectivement, une RPA, ça doit être assez réglementé aujourd'hui. C'est très réglementé. Mais pour des raisons qui ont individuellement du sens. Je comprends. En fait, il y a toujours une bonne intention derrière la réglementation. C'est ce que je veux. Ça, on est d'accord. La question des intentions, il n'y a aucune ambiguïté. Chaque réglementation, les gens se disent pas « moi, j'ai envie de mettre des bâtons dans les roues ». Ça, c'est évident. Maintenant, quand on regarde, on a l'équivalent, ou plutôt on a l'exemple du projet de loi 29 en 2023, OK? Qui a été adopté en 2023 et il va rentrer en octobre de cette année. Quoi, absolument. Là, ouais. Projet de loi, c'est justement la coalition Avenir Québec qui a dit on va mettre de l'avant un projet de loi pour créer une garantie minimale sur les produits. Ça, c'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée.
que c'est intéressant comme projet de loi. L'objectif de créer... là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'on vient dire aux entreprises, là, votre électroménager, vous allez mettre une garantie minimale. Il faut. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment que tu vas dire qu'il faut, moi je vais dire qu'il faut pas. On est habitué dans cette dynamique-là. Tu vas chez Tanguay, tu t'achètes un frigo à 2000$, il brise dans 6 mois, puis t'es comme, je vais m'en acheter un autre. T'es riche, évidemment. Ouais. Non, je suis pas riche, loin de là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce qu'on voit, c'est que déjà, c'est clair, cette obligation réglementaire-là va augmenter 10 à 30% les prix. C'est ce qu'on voit déjà. On a déjà une augmentation chez LG. Et donc, ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est que vous pouvez prendre la garantie prolongée. OK? Mais ce qu'on dit, c'est que maintenant, on va vous l'obliger. Donc, quand vous allez acheter ça, vous allez être obligé de payer plus à cause que vous allez avoir une garantie que vous ne voulez pas nécessairement, qui aujourd'hui dans le libre marché vous le permet. C'est un exemple de conséquences qui découlent de l'adoption réglementaire. Tu as surtout une liberté de te faire fourrer. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Actuellement, tu peux payer des milliers de dollars pour un électroménager qui va foirer dans 6 mois, puis le manufacturier est comme « Haha, pas mon problème. Tu voulais de la concurrence, mon ami. Voici ce que tu obtiens. » D'abord, tu as souvent des garanties de base et en plus des garanties prolongées. Donc, ce que je dis ici, c'est que chaque personne est libre. Mais le fait que toi, tu veux une garantie prolongée, plutôt on parle intégrée, de 5 ans sur un frigo, le garantie fait prolongée. En sorte que moi, je dois payer plus cher pour le mien. Donc ça, c'est une réalité. Et ce n'est qu'un seul exemple. Si on va ailleurs tu au vois niveau... pas des vertus que socialement, il y a des frigos qui durent 5 ans. Je vois des vertus. Évidemment, puis parce que ce que tu dis ici, c'est un faux dilemme. OK? C'est soit les frigos durent 3 mois ou soit ils durent 20 ans. C'est pas mais tout à fait ça. Après 1 an, il meurt. Tu devrais avoir droit d'en avoir un autre. Là. Je comprends, mais il faut que tu sois libre. Les gens n'ont pas imposé des coûts sur les autres. Et le problème, Francis, c'est pas juste cette réglementation-là. C'est le fait qu'on est rendu à 145 000. C'est le fait que ça se multiplie. Et là, tout coûte plus cher. On peut moins créer de richesse. Et au Québec, on est aujourd'hui, malheureusement, les champions de la réglementation. Pourtant, on peut réduire la réglementation. Je reviens à ce que je disais. Je suis totalement d'accord avec toi sur le principe. Et après ça, je reviens, tu amènes un cas, le cas de la garantie minimum de fonctionnement. Absolument. Je veux dire, on a la même loi dans les automobiles. D'ailleurs, au Québec, je pense de mémoire, là, c'est 4 ans, 80 000 km, une affaire de même. Ben, coudonc, moi, je vais aller m'acheter une voiture à 30, 40, 50 000, puis on va dire, le libre marché, c'est super. Fait que là, je vais te vendre un char à 50 000. Après 6 mois, il va tomber en morceaux, genre une belle Lada, là, toute shiny, toute neuve. Elle va tomber en ruine. C'est comme, c'est ça le libre marché. Prochaine fois, tu t'achèteras un Ford. Je vais garder ma tête encore là. Ouais, mais tu comprends, à un moment donné, il faut quand même avoir des minimums. Puis... On est les seuls au Canada, on est les seuls en Amérique du Nord avec cette loi-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste comprendre que, je le comprends, l'intention derrière, mais l'impact concret, on peut pas fermer les yeux puis dire, oui, les intentions. C'est comme si on dit, regarde, l'exemple des épiceries publiques, Francis, puis là, je fais un pas de côté, mais pour comprendre, les intentions sont là, on peut conserver les intentions. La loi R20 qui oblige les gens à faire certaines certifications très longues, on n'a pas ces obligations-là en Ontario. Il y a des impacts également sur la productivité, sur également le fait de pouvoir rejoindre le marché du travail sans avoir ces longues compétences-là puis d'apprendre sur le terrain. C'est pas possible. Ça fait partie aussi de ça. Je te relance la balle puis on va se laisser là-dessus. Mais parce que je réitère, pour moi, la garantie de fonctionnement légal, c'est un autre mauvais exemple parce que j'y vois, moi, du bien à ça. Je vois du bien à ce qu'on instaure des minimums. Puis à la limite, ce que tu dis est probablement vrai. On va voir une augmentation des prix. C'est évident. Bon, fine. Mais tu sais qu'est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans le libre marché qui va quand même rester un libre marché. Là. Il y a LG puis Samsung, il y en a plein, Frigidaire, puis il y en a plein de Fait que là, la première année, ils vont être comme là, il faut des garanties minimum, ça va augmenter un peu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont innover, ils vont faire des frigos qui marchent plus longtemps, puis les prix vont rebaisser parce qu'il y a de la concurrence. Puis à un moment donné, tu sais quoi? Les Québécois vont être peut-être les seuls dans le monde à avoir des frigos qui marchent 6 ans. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Je doute qu'on change un modèle juste pour le Québec. Je ne suis pas favorable à ce que le libre marché emmène à la commercialisation de la scrap comme modèle d'affaires. Je pense que c'est très fort de café, Francis, en disant la commercialisation de la scrap. Je pense qu'ici, c'est très clair. Quelle entreprise a connu une croissance fulgurante de 248% depuis quelques années? Dollarama. Là. Si tu penses que vendre de la scrap, c'est pas un modèle d'affaires... Non, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont de la difficulté d'acheter de la nourriture. Oui, mais ça reste que le modèle d'affaires, c'est de vendre des choses qui ne durent pas. Francis, on va se reparler dans 2 ans à ton micro, puis tu vas me dire, Gabriel, qu'est-ce qui se passe avec l'inflation au niveau des machines comme les sécheuses, les laveuses, les électroménagers? Puis je vais dire, Francis, on a pris de la réglementation, puis tu vas me dire, mais c'est normal. Mais non.
Sauf qu'au lieu d'acheter une sécheuse à tous les 2 ans parce qu'elle brise, t'en achètes une. Qui achète ça aux 2 ans. 10% plus cher, mais elle dure 6 ans. Fait qu'au final, c'est comme ça que les riches sont riches. Ils achètent des choses qui durent. T'as acheté 5 sécheuses dans les 10 dernières années? Pas chanceux. Moi, je t'avouerai que je suis... mon sentiment est fort à propos de ça parce que je me sens particulièrement victime de ces gimmicks-là d'obsolescence programmée. Puis tu sais, je dis pas ça, le tree hugger, le fleur bleue, mais c'est vrai que j'ai acheté des choses qui m'ont été vendues comme la 7e merveille du monde, la laveuse connectée, patente à truc. Puis genre, après 2 ans et demi, c'était vraiment comme... Puis là, tu sais, tu fais venir le technicien, c'est hors garantie, puis là, c'est comme, ça va te coûter le prix de la laveuse, changer le moteur. T'es comme... À un moment donné, puis tu sais, ce que dit le règlement, puis là, on est rendu dans une espèce de rabbit hole de ce projet de loi-là, mais ce que dit le règlement d'ailleurs, c'est que dans les faits, si tu es victime de cette obsolescence, tu peux faire la démarche à l'Office de protection du consommateur, puis dans les faits, tu gagnes, mais c'est comme énorme. Fait que tu parles de productivité. Moi, passer genre 42 heures à me battre à l'OPC ou faire valoir une loi qui est préexistante, me semble que le deuxième cas me rend plus productif. Je comprends. Tu comprends? C'est 42 heures, je peux les passer ici à me chicaner avec toi, à écrire des articles. Tu comprends ce que je veux dire? Au lieu de m'obstiner avec Samsung ou LG. Mais je pense que si on n'avait pas cette loi-là, tu aurais probablement pris de ton plein gré la garantie prolongée. C'est possible. Comme me le fait remarquer Emma Gobeil, la recherchiste, je paye pour YouTube Premium, fait que rendu là, tu sais, toutes les premiumités, sky's the limit. Gabriel Giguère, toujours un plaisir de jaser avec toi. On se retrouve demain.